Matthias Owald est né à Lausanne en 1979. Après des études de lettres et de nombreuses années d'enseignement au niveau post-obligatoire, il se consacre à l'écriture et à la médiation littéraire. Son premier roman, Hérité du silence, est paru aux éditions d'Autre part en 2018 et a obtenu le prix du public RTS 2019. Il s'agit d'une sorte d'enquête intime sur un père disparu trop tôt. En 2023, il publie Cousu pour toi, publié aux éditions Scribe Gallimard, une évocation fine de son adolescence en pleine épidémie de sida. Actuellement, il travaille sur son 3e roman, projet pour lequel il a reçu l'une des 2 bourses à l'écriture du canton de Vaud en 2023. Il est membre fondateur du collectif d'auteuristes Caractère Mobile qui écrit pour et avec le public. J'ajouterai que cette résidence est la seconde résidence de Matthias Owald au château de Lavigny et que cette seconde résidence lui a été octroyée en tant que lauréat de la bourse à l'écriture du canton de Vaud et que le canton de Vaud soutient ta résidence au château de Lavigny. Oui, bonsoir. Oui, moi je vais pas vous lire un extrait du texte que je suis en train d'écrire ici. Peut-être par superstition, je sais pas. Mais enfin, quoique, la dernière fois j'ai lu un extrait du texte qui est devenu ça. Et je savais pas que ça deviendrait un livre, enfin j'espérais bien sûr, mais j'étais encore en train de à la fois réécrire et de chercher une maison d'édition. Et le voici, ce livre-là. Je vais vous lire, ça me fait plaisir de vous lire des extraits de ce texte qui s'appelle « Cousu pour toi ». Dimanche 27 novembre 1994. Le parfum floral de ma grand-mère et l'eau de Cologne de mon grand-père s'engouffrent dans l'appartement en une brise fraîche et alcoolisée. L'odeur du dimanche soir, rue Voltaire. Je sors de ma chambre, mon grand-père m'ouvre ses bras, je traîne mes pantoufles jusqu'à lui et accepte son étreinte de mauvaise grâce. Ma tête repose maladroitement contre son épaule, le nez contre la peau molle de son cou, son affection me pique les yeux. Ma grand-mère en profite pour passer sa main dans mes cheveux en faisant mine de me recoiffer, heureusement sans avoir salivé ses doigts. Elle se permet encore ses gestes, contrairement à mes parents qui ne me touchent plus. Je fais une de ces angines à streptocoque dont j'ai, selon ma mère, le secret. Comme si c'était ma faute si les germes choisissaient de coloniser si souvent mes amygdales. Ce soir, je resterai donc bien sagement à la maison et n'accompagnerai pas ma famille au San Marco pour fêter l'anniversaire de mon père. Je retourne me calfeutrer dans ma chambre. La porte palière est fermée à clé, les voix familiales résonnent dans le hall de l'immeuble, puis c'est le calme, cadencé par le balancier de la pendule du corridor. Je pousse le loquet de ma porte de ma chambre, cale un vieux t-shirt le long du seuil, et j'allume un stick d'encens ramené du marché de Camden. C'était il y a quelques semaines, pendant les vacances d'automne. J'avais eu quartier libre pendant que les autres visitaient Madame Tussaud, et selon les recommandations de Caroline, ma meilleure copine, j'étais allé chez Rough Trade. C'est elle qui me dit quel disque écouter et quel livre lire, sur les conseils de son grand frère. Je presse sur le bouton play de ma chaîne IFI, So Young de Suède. La guitare de Bernard Butler ruisselle, la voix de Brett Anderson, le beau Brett androgyne, chante dans les aigus. She can start to walk out when she wants. Moi aussi j'ai envie de me tirer d'ici. J'enfile la veste en jeans achetée en seconde main chez Métamorphose, je remonte le col en fausse fourrure imprégné d'obsession de Calvin Klein, mon premier parfum. J'éteins la lumière et j'ouvre la fenêtre pour fumer des Lucky Strike. Je vois ma famille disparaître au bout de la rue, mon frère en dernier, dribblant du pied un ballon imaginaire. J'entends ma mère dans ma tête me disant que c'est le bordel dans ma chambre. Elle a raison. Je ramasse les mouchoirs usagés et mes fringues sales, classe par Mathia mes notes de cours éparpillées au sol, range mes carandaches dans leur boîte en respectant le prisme arc-en-ciel, empile les derniers numéros de l'hebdo, des cahiers du cinéma et des inrecuptibles, et tout en haut le TV8 de la semaine, avec le Roi Lion et Cyril Collard en couverture. Je m'affale au fond du fauteuil de velours, récupéré de mes parents quand ils avaient opté pour un salon en cuir, idéalement positionné à 2 mètres de ma petite télévision.
il faut aussi que j'organise mes soirées. Je m'empare du TV8 et d'un Stabilo Rose, je surligne dimanche 27 novembre 94, 22h10 TSR, Viva, patchwork du sida. La confection par les proches d'un panneau de tissu orné et brodé avec tendresse à la mémoire d'un proche disparu. Une grande émotion se dégage de ces patchworks. Jeudi 1er décembre 94, 21h15 TSR, Les Nuits Fauves. Cyril Collard n'aura eu le temps de laisser qu'un seul long métrage, un testament. Aujourd'hui film culte, il raconte sur un rythme d'enfer la confusion des corps et des sentiments. On a reproché à Cyril Collard d'être un criminel et son film un danger public. En aucun cas, Les Nuits Fauves ne sont une apologie de la licence ni une défense de la contamination. Il faut le voir comme une histoire d'amour des années 90 et un témoignage sur la difficulté d'exister, malgré et avec le sida. Le film, doté du boulon rouge, est diffusé dans le cadre de la Journée mondiale du sida et peut comporter des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de certains spectateurs. Ma sensibilité n'attend rien d'autre que d'être heurtée. La photo de l'article sur le film montre Cyril Collard, torse nu, couché sur un jeune homme sexy, allongé sur le dos, les bras sous la tête. C'est souvent dans des films ou des reportages sur le sida, et cette semaine je suis servi, que je peux voir deux hommes ensemble. Mais l'idée de fantasmer sur des mecs malades me met mal à l'aise. J'avais entendu dire que dans Les Nuits Fauves, il y avait des scènes de drague assez chaudes, mais je n'avais pas pu voir le film au cinéma car il était interdit aux moins de 18 ans, et je n'avais pas trouvé à quel adulte demander de m'accompagner. Je n'ai même pas d'adulte à qui je peux parler. Avec ses cheveux bruns un peu longs sur la nuque, ses yeux doux, son bracelet brésilien et sa boucle d'oreille en argent, Cyril Collard me fait penser à Denis, l'ami de mon père, celui qui est mort du sida lui aussi. Ou plutôt, quand j'essaie de me rappeler le visage de Denis, c'est celui de Cyril, qui se superpose au sien. Je n'ai pas vu Denis plus de 10 fois dans ma vie, mais sa présence m'a marqué, peut-être parce qu'il avait une vie que je n'arrivais pas à imaginer, ou qu'il était très différent de tous les amis de mes parents. Mon père était dans le même collège que Denis, et ils avaient joué au rugby un temps ensemble. Mais s'ils étaient proches, je ne comprenais pas vraiment en quoi. Pendant les longs samedis après-midi passés au bord du terrain, entre l'ennui et la fascination à regarder des hommes aux larges cuisses et aux oreilles bandées se plaquer au sol et se serrer dans des mêlées pleines de terre, je ne me rappelle pas avoir vu Denis jouer, mais je l'observais à la dérobée du bord du terrain. À l'écart du groupe de supporters, il fumait, accoudé à la barrière, veste en jean clair, converse montante, un peu Jean-Jacques Goldman. Il portait une boucle d'oreille en or et un collier avec un oiseau noir en pendentif. Pendant la mi-temps, Verena, sa mère, s'était détachée de supporters pour se rapprocher de son fils. Elle lui demandait comment il allait. J'ai compris plus tard qu'il était déjà malade. J'ai peur du sida, et je crois qu'il y a de quoi. Mon imaginaire est infecté d'images de mort. Sur les pubs Benetton, un Jésus sidéen agonise entouré de sa famille éplorée. Des fesses sont tamponnées d'un HIV positif, et dans les émissions de débat, les plus extrêmes discutent de tatouer les séropositifs. Le virus est hérissé de pics à la une des journaux. Les campagnes de prévention envahissent nos rues, avec une capote en latex rose dans le haut de Stop Sida. Et puis surtout, il y a le visage de Joe enfoncé dans l'oreiller de son lit d'hôpital dans la bande dessinée de prévention qu'on avait reçue au collège. Les traits de Joe me sont d'autant plus familiers que Derib, son dessinateur, était le papa de Yakari, le petit Sioux qui parle aux animaux, dont j'adorais lire les aventures quand j'étais enfant. Joe est rangé juste à côté de ma télé, entre les rubriques à baraque de Coquelib et des numéros du mensuel Géo, auquel ma tante m'a abonné pour m'ouvrir au monde. Des portraits de femmes tirés de l'histoire de l'art surgissent des quatre coins de l'écran sur une mélodie au synthétiseur et à la flûte de Pan. Le magnétoscope ronronne, j'enregistre en direct l'émission Viva sur les patchworks du sida pour mes archives. Dans le TV8, ils sont décrits comme un tourbillon de couleurs vives et d'accessoires symboliques, cousus ensemble pour fortifier la mémoire, refuser l'oubli. Ces témoignages de fidélité rappellent qu'un être a vécu et laissé une empreinte qui adoucit les sombres et froides statistiques. Le cœur sert là d'ambassadeur. J'aimerais écrire aussi bien pour impressionner Deblu, mon prof de français. Mais je suis sûr qu'il trouverait ce style trop plein de lyrisme adolescent, comme il avait osé le gribouiller dans la marge de ma dissertation sur À l'ombre des jeunes filles en fleurs. À l'écran, les tableaux volent en éclats et les morceaux se recomposent pour former les 4 lettres du nom de l'émission avant de s'effacer pour laisser place au présentateur qui nous accueille d'un sobre « Bienvenue à Viva ».
L'homme a une soixantaine d'années, il est assis à une table de verre dans un studio à la lumière tamisée. Il porte un col roulé noir sous un veston beige et ses yeux rétrécis par la correction de ses lunettes fixent la caméra avec intensité. Derrière lui, il y a un panneau violet décoré de motifs colorés du prénom de Pedro. Jeudi 1er décembre, journée mondiale du sida. L'occasion pour Viva de réfléchir sur un rituel nouveau suscité par cette maladie impitoyable. Un rituel inventé en Amérique en 1987 et qui a des racines très profondes puisqu'il s'agit de la coutume qu'avaient les femmes d'utiliser les vieux bouts de tissu pour confectionner des couvertures qui s'appelaient des quilts. Le présentateur se tourne vers une deuxième caméra qui le cadre en plan américain et son nom Pierre Binaire est donné en insert. Le patchwork des noms, ce sont des rectangles de 90 cm sur 180 cm. Il hausse légèrement les épaules comme s'il était parcouru d'un frisson. Qui sont brodés, décorés, peints par les proches d'un disparu du sida. C'est donc toute la mémoire de quelqu'un qui est symbolisée dans cette espèce de tableau très chargé de l'affectivité des gens qui l'ont confectionné. Ces panneaux sont assemblés par 8 et déployés solennellement en public dans un grand quilt. Ils voyagent, sont porteurs de la douleur, ils rappellent aussi à ceux qui voudraient oublier ces morts dont beaucoup ont été prématurés, puisque les enfants sont souvent enterrés, hélas, avant leurs parents. Pierre Binaire revient à la première caméra. Ces quilts sont artisanaux ou artistiques, naïfs ou très sophistiqués, peu importe. Tous sont porteurs de cette douleur, de cette mémoire, ils racontent des choses fortes. Il a l'air ému. J'aimerais le rejoindre dans son studio de la Tour de la Télévision de Genève. On s'en grillerait une ensemble en regardant le documentaire assis côte à côte, avec peut-être un verre de rouge. Je l'imagine bien boire du rouge, aller à l'opéra, passer de longues soirées à discuter politique avec ses amis, tous des hommes. Ça se voit qu'il est gai. Voici, vu avec beaucoup d'émotion et de tendresse par Antoine Bordier, patchwork du sida, l'adieu amoureux. Je serre un coussin noir contre mon ventre. Pierre Binaire est englouti dans un fondu noir. Voilà.